Allez, un peu plus de 16h30, c'est l'heure de retrouver Laura Pouget. Laura, vous venez avec votre histoire du club et votre histoire aujourd'hui, c'est celle de la vie, de la triste vie des soldats nord-coréens envoyés en Russie. Ce que vous allez voir sur ces images qui vont apparaître, c'est une des correspondantes de la chaîne américaine ABC News aux côtés de 2 dissidents de l'armée nord-coréenne passés en Corée du Sud. Ils sont ici tous les 3 à Séoul où elle les a rencontrés. Eux n'ont jamais été combattre en Russie, ils ont fait défection bien avant, mais leur expérience permet d'éclairer ce destin de leurs anciens collègues partis combattre à Koursk. Écoutez ce qu'a déclaré Pak, c'est lui, celui qui porte des lunettes, l'un d'entre eux. On écoute. Si un soldat se fait capturer et se fait soigner et qu'il fournit des informations à l'ennemi, leurs familles seront punies. Elles seront envoyées dans un camp de prisonniers politiques ou pire, elles seront exécutées. Ils pourraient être exécutés ? Exécutées. C'est épouvantable. Conséquence, ça c'est Ryu, l'autre dissident que vous avez vu à l'image, qui le dit. La plupart des soldats se suicident avant d'être tués par l'ennemi. C'est la plus grande honte d'être capturé. Effectivement. Donc j'imagine que pour affirmer ça, ils se basent sur leur propre expérience au sein de l'armée nord-coréenne. Ryu, celui qui parle de suicide, que vous allez voir sur une des photographies. Regardez, c'est lui qui, en col roulé sur la photo, a fait défection en 2019 en traversant un champ de mines séparant les 2 Corées. Il pesait 50 kilos lors de cette défection et il affirme que s'il était encore soldat de son pays, il serait allé combattre en Russie, car, je le cite, « Si j'allais en Ukraine, je pourrais manger de la nourriture et voir un autre pays. » On sait qu'il y a la famine en Corée du Nord. Il s'engagerait parce qu'il sait qu'il aurait pu manger. Il se dirait en tout cas qu'il aurait pu manger plus, manger davantage à sa faim, oui. Et puis une telle mission pour un Nord-Coréen, c'est finalement la suite d'un long endoctrinement. C'est ce qu'on comprend en les écoutant, en lisant leurs témoignages. Voici ce qu'ils disent. Dès leur plus jeune âge, on leur dit aux Nord-Coréens de haïr les loups américains. Et maintenant, on leur dit qu'ils finissent par tuer des Américains. Ils y vont, c'est logique. Ouais. Les dissidents disent aussi qu'il existe dans ce cas de grosses incitations financières et que les soldats appelés ne savent pas finalement le niveau de risque qu'ils prennent. Effectivement. Et en fait, ces soldats nord-coréens ne sont informés de rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 12 janvier dernier, nous avions vu diffuser une vidéo, diffusée d'abord par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Regardez, elle s'affiche sur notre écran, qui avait beaucoup fait parler. On y voyait 2 soldats nord-coréens faits prisonniers par les Ukrainiens et interrogés par leur service. À la question posée par l'interprète venu de Sud-Corée, « Saviez-vous que vous combattiez dans une guerre contre l'Ukraine ?» L'un d'entre eux secouait la tête en signe de dénégation. Depuis, le soldat a confirmé à des journalistes américains qu'ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Donc on ne leur a pas dit. Vous êtes envoyé en Koursk, mais vous ne savez pas contre qui. Il pensait qu'il allait retrouver des Sud-Coréens sur le terrain. D'accord. Okay. Pour documenter cette non-information absolue, on le voit, des soldats nord-coréens, ABC News a collecté d'autres témoignages auprès d'un autre dissident. Elle lui a montré des images de ses compatriotes combattant à Koursk pour recueillir sa réaction et ses commentaires. Il s'appelle Lee. On écoute. Les pauvres, ils sont malchanceux. Ils ne savent pas pourquoi ils se battent et perdent la vie sur le champ de bataille. Je me sens vide face à ces images. Les soldats nord-coréens s'entraînent d'habitude dans les montagnes car elles constituent à 80% notre territoire. Mais les combats en Russie se déroulent en plaine. Ma première impression est comment ces soldats qui se sont entraînés dans les montagnes arrivent-ils à combattre sur des terres plates ? C'est phénoménal. Les soldats nord-coréens sont arrivés en Russie en octobre. Ils auraient commencé à combattre en novembre. Et en janvier, la Corée du Sud a estimé qu'au moins 300 d'entre eux avaient déjà péri sur le sol russe et que plus de 2700 avaient été blessés. Pour les renseignements de Séoul, c'est à cause de leur manque de compréhension de la guerre moderne que les soldats nord-coréens sont tombés aussi vite. Mais comment, en fait, pourraient-ils comprendre la guerre moderne alors qu'ils viennent d'un pays où ils sont isolés totalement du reste du monde ? Écoutez Lee à nouveau. Je pense qu'ils vont envoyer plus de soldats parce que les Nord-Coréens sont totalement désinformés. Sans accès à Internet, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe là-bas. C'est clairement dû à un manque de communication avec le monde extérieur. J'espère que les témoignages des soldats nord-coréens qui ont survécu se répandront dans tout le pays. Ouais. Alors le sentiment des familles de ceux qui sont partis et ne reviendront pas, ou de ceux qui sont partis et reviendront blessés ou traumatisés, se résume ainsi selon Pak, le dissident que vous avez entendu au tout début de mon histoire. Pensez-y, vos fils sont morts sur le champ de bataille et ce n'est même pas pour votre pays. C'est même pas pour vous. C'est extraordinaire votre histoire parce qu'effectivement on parle beaucoup des Nord-Coréens sur le champ de bataille de Koursk depuis le mois d'octobre, vous l'avez dit.
mais on sait finalement très peu de choses. Ce sont des témoignages précieux. On a une source directe. On se dit, colonel, vous connaissez la Corée du Nord, je crois. Oui. J'ai pas vu l'armée, c'était invisible. Évidemment, parce que c'est un pays, vous l'avez dit, extrêmement verrouillé, extrêmement isolé du monde. À chaque fois, on se dit, quand on apprend des bribes d'informations, quelquefois on se dit, ce sont des clichés. Là, on a la preuve qu'effectivement, il y a bien la famine, il y a des personnes qui sont prêtes à s'engager pour pouvoir seulement manger à leur faim. Ils n'ont aucune technique, aucune notion de la guerre moderne. Donc, on est là. La Corée du Nord, c'est exactement ça. Ce ne sont pas des clichés qu'on véhicule. Non, j'ai travaillé 8 ans en Asie d'affilée, donc en fait la Corée faisait partie de mon dispositif. J'y allais avec des Chinois, donc j'ai pas vu l'armée. Le problème, il faut ramener ce qui a été dit à une logique asiatique où en fait la notion de perte de face est fondamentale. C'est qu'en fait, rappelez-vous la guerre avec les Japonais, etc. Donc c'est toujours le même modèle. Donc aujourd'hui, c'est normal. C'est-à-dire qu'un Nord-Coréen qui dit « je préfère me suicider ». La Corée, c'est une exagération, c'est la planète Mars, donc on est dans un autre monde. Mais quand même, en Asie, ils sont dominés par cette notion de cette fierté, on ne se rend jamais, etc. Donc ça les domine complètement. C'est même très compliqué. Moi, quand on parle avec un Asiatique, vous voyez, je parle un peu rapidement. Quand je suis en Asie, quand je parle avec un Asiatique, il ne comprend pas ce que je dis. Donc, je vais être obligé de ralentir, de me calmer, et de faire attention. Je fais extrêmement attention, sinon il me prend pour un barbare, quoi. Il n'est pas présentable. Donc en fait, cette logique est très très forte. L'armée japonaise fonctionne exactement comme ça. Alors j'ai pas dit qu'ils vont se faire seppuku, c'est-à-dire harakiri dans la foulée, mais c'est vrai que cette notion de face est très importante. La deuxième chose, c'est que ce sont des armées, la référence ultime des Coréens, c'est la guerre de 50, c'est la guerre Corée du Nord, Corée du Sud, où là, c'était le modèle, on avance en ligne, et puis voilà, c'est la bataille de Crève-Cœur, etc. Donc les Français y étaient aussi. Et donc c'est des combats où ils ont été victorieux. Donc pour eux, la référence ultime, c'est ce combat-là. Et puis voilà, on va se battre pour le Kim Seung-yoon et puis le grand timonier. Et voilà, on est poussé par les Chinois. Donc je pense qu'il y a une vraie logique, je dirais presque historique, qui fait que en finale, malgré la pauvreté, etc., mais en fait, ça fonctionne comme ça. Encore. Et en finale, n'oublions pas, dernier point, pardon de retenir la parole comme ça, c'est que c'est une armée qui, en gros, 1,5 million d'hommes, plus 1 million de réservistes, donc 2,5 millions d'hommes. Ce qui veut dire concrètement, quand vous avez 300 ou 2000 morts, si vous voulez, ça, je pense que le président nord-coréen n'est même pas mis au courant. Ils sont même pas dans le trait du crayon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des épiphénomènes. Et si ces garçons n'étaient pas partis et n'avaient pas rencontré des journalistes, on n'aurait jamais su réellement ce qui se passait. Jamais. Et alors, il y en a certains qui le disent. Alors, vous dites aucune notion de guerre moderne. Il y en a, par exemple, qui disent, en arrivant à Kursk, qu'on a découvert ce que c'était un drone. On n'en avait jamais vu. Mais je vous rassure, l'armée française non plus. Mais non, mais je veux dire que. Mais non, en fait, c'est les Ukrainiens qui ont remis ça d'actualité. Et toutes les armées aujourd'hui sont en train de réactualiser leurs normes. Donc ça, c'est normal pour vous. Super. Oui, j'apparais comme ridicule avec ma question, mais bon. Mais moi, un jour, j'ai dit à un officier français, je lui ai dit, on va former les Ukrainiens, c'est très bien, mais vous ne pensez pas que c'est eux qui devraient nous former plutôt ? Sur certains Parce qu'ils sont en combat depuis 3 ans, ils ont appris tellement de choses. Donc c'est normal. La guerre fait qu'on adapte les administrations, les organisations, les hommes, etc., le commandement à la guerre. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens ont un vrai temps d'avance. Mais je vous rassure, les Russes, quand ils ont débarqué en direction de Kiev, quand vous avez vu la manœuvre qu'ils ont menée, en empilant des régiments de chars sur 60 km, c'était une blague. Donc on voit bien que c'est normal. Donc les Coréens en sont vraiment là, eux, vraiment aussi. Vraiment aussi. Mais Laura. d'ailleurs, une des raisons pour laquelle ils auraient été envoyés, c'est pour acquérir une expérience sur un champ de bataille moderne. Ce serait une des raisons. Une des raisons, effectivement, pour qu'ils puissent continuer à être un peu performants et apprendre un peu de cette guerre moderne. Et là, quand vous entendez que les familles des soldats qui seraient capturés pourraient être donc faits prisonniers politiques ou exécutés, est-ce que ça vous étonne ou pas ? Pas du tout. Il y a toujours cette prise des familles en otage. Ça s'est toujours fait en Corée du Nord, qui est un des régimes les pires, effectivement. Fermé au monde. D'ailleurs, parce que certains avaient émis la supposition qu'ils en profiteraient pour déserter. Et j'avais dit non, parce que dans ce cas-là, leurs familles seront exécutées. Donc on sait comment ça fonctionne. Il se trouve que quand j'étais en poste en Chine, à une époque qui sont un peu le mentor de la Corée du Nord, il y avait des voyages touristiques organisés en Corée du Nord pour des jeunes Chinois qui voulaient savoir comment c'était pendant la révolution culturelle. Qui correspond à une période un peu folle, meurtrière. Donc c'est pas du tout étonnant. C'est un peuple qui est tenu à l'écart de toute forme d'information. Et je pense qu'ils ne savent même pas ce que c'est que l'Ukraine et qu'ils ne savent pas quelle est la problématique. Exactement. La preuve avec ce que nous disait Laura il y a un instant. Merci beaucoup. À demain, Laura, pour l'histoire du club. Restez